Bonjour à tous, alors à titre exceptionnel, je vous partage aujourd'hui un brief privé que je réalise du coup pour les membres de mon cercle d'investissement, mon cercle privé. Donc vous allez au moins pouvoir du coup comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, ce qui se passe dans notre cercle d'investissement et comprendre un peu mieux si ça peut vous intéresser, si c'est une stratégie qui vous plaît et si ce genre d'indicateur, ce genre de service peut vous intéresser. Si vous souhaitez vous inscrire, si vous souhaitez du coup adhérer à notre cercle d'investissement, vous avez tous les liens en description pour le faire. Et si vous avez des questions qui émanent de tout ça, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On a un lien de notre canal Telegram, du coup qui lui est gratuit. Vous pouvez nous contacter par Telegram de manière gratuite. Le cercle, lui, c'est un lien que vous obtenez par la suite quand vous adhérez, mais vous pouvez nous contacter, que ce soit d'ailleurs par mail ou par Telegram, mais vous avez le lien de notre Telegram dans la bio de notre chaîne YouTube. Vous avez toutes les explications de ce que c'est que le cercle d'investissement. C'est notre canal de communication privilégié avec nos membres, dans lequel on partage évidemment toutes nos analyses, les cryptos qu'on regarde, nos watchlists, les indicateurs en temps réel au moment où on achète, on sort, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous laisse avec cette vidéo dans laquelle je partage justement un brief avec les membres de notre cercle d'investissement. Voilà, je vous remercie. Bon, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un petit brief vidéo pour qu'on parcourt ensemble les évolutions du prix du Bitcoin, ce qui se passe actuellement. Il y a pas mal de doutes, donc je vais faire une petite vidéo privée pour vous, pour le groupe, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe et un petit peu anticiper les mouvements. Donc on a pas mal parlé ces derniers jours dans le canal Telegram. On avait identifié des zones particulières. Bon, évidemment ici on avait laissé pas mal de liquidités au-dessus du prix, mais bon, il y a eu pas mal d'activités. Donc mardi, ouais c'est ça, mardi 14 octobre, je vous envoyais cette capture d'écran de la liquidité. On va y revenir, mais ici, on avait pas mal de liquidités en dessous du prix, donc c'était probable de venir les récupérer, de venir d'abord récupérer ces liquidités avant de revenir récupérer celles qui se trouvent au-dessus du prix. Donc là, en fait, c'est les acheteurs qui ont leur liquidité en dessous, toutes les personnes qui ont acheté ici en se disant je vais me refaire après les cascades de liquidation, elles ont racheté ici, elles ont mis leur ordre stop en dessous du prix, et ensuite, forcément, leur liquidité se trouve là. Et c'est d'autant plus révélateur quand ici on a eu une reprise. Vous voyez que ici on n'avait pas grand chose comme liquidité, mais dès qu'on a commencé à casser ces niveaux-là, donc ici si je passe en 1 heure, vous allez le voir tout de suite, quand on a commencé à casser les niveaux ici de résistance au niveau des 112 600 $, hop, on est parti ici. À ce moment-là, donc moi je vous avais prévenu qu'il y avait des probabilités de revenir ici, ça c'était lundi, donc j'en avais même parlé sur YouTube, de manière un peu publique. J'avais dit, ici on devrait pouvoir retourner au niveau des 112 000. On a même été un petit peu plus bas au niveau des 110, reconsolider sur la zone de support précédente. Donc là, c'était évidemment un piège, parce que forcément, quand on remonte comme ça aussi rapidement, ici on a des liquidités qui se créent au-dessus, en dessous du prix. Et puis généralement, comme ça, on vient repunir les acheteurs de dernière minute. Donc là, c'est ce dont on parlait. Ici, vous voyez que ces derniers temps, on en a reparlé hier, mais on en a reparlé, voilà, juste là. On avait encore de la liquidité qui se trouvait jusqu'aux 106 000 à peu près, 106 200 $ précisément. Donc on va aller directement faire un tour sur la liquidité. Vous voyez, on avait de la liquidité, si je retombe ici sur la semaine précédente. Donc ici, je suis sur le contrat perpétuel de Binance. C'est celui qui a le plus de volume. Vous voyez qu'on avait de la liquidité jusqu'ici, au niveau des 106 200. On est venu la récupérer, on est venu avaler encore une fois toute cette liquidité, venir se goinfrer de tout cet argent qui se trouve en dessous du prix, de tous les acheteurs en fait, qui se font punir à répétition. Bon, c'est pas très drôle pour ceux qui parient à la hausse. Vous voyez que là, sur le, on va dire, moyen terme, ici en weekly, sur une semaine de cotation, vous voyez que on a laissé quand même tranquille les vendeurs. Vous voyez qu'ici, les vendeurs sont jamais inquiétés. Si on retombe ici et que je vous affiche le liquidity indicator. Donc ici, vous voyez la liquidité qui se trouve au-dessus du prix à chaque fois, elle est intacte. Okay, on vient pas la récupérer, alors que des fois on n'est pas très loin. Vous voyez ici, si je zoome juste là, vous voyez que ici on avait une petite mèche juste là, on n'est pas venu la récupérer.
Ici, pareil, on n'est pas venu la récupérer. Donc ici, on a une accumulation de liquidité. Ici aussi, on a eu... Bon, là, on a eu des petits W. Donc là, ça pouvait nous dire... D'ailleurs, j'en avais parlé dans le canal Telegram. Hein, je vous avais dit, ici, on avait des probabilités de repartir à la hausse. Parce que on a eu un changement de mindset. Hein, ça, c'est ce qu'on voyait dans l'order flow. On va revenir pas mal dessus. Hein. La vidéo va être longue, je suis d'avance désolé, mais en même temps c'est important, je pense, pour beaucoup d'avoir un éclaircissement global qui soit pas que technique ou que fondamental, ni que macroéconomique, mais d'avoir une synthèse un petit peu complète sur le sujet. Donc ici on avait eu un petit switch, on en avait parlé, avec la mentalité qui commençait un petit peu à changer. Vous voyez ici par exemple, hop, juste là, on a eu une augmentation de l'open interest. Donc ça veut dire que sur les contrats dérivés, on a eu pas mal de personnes qui sont rentrées. Et ça s'est fait sur une baisse ici des fundings. Vous voyez? Donc une baisse de prix pendant ce moment-là. Et ici, on a pas mal de personnes qui sont partis vendeurs. Donc les vendeurs, ils ont ouvert leur position. De quelle manière? On va le mettre juste ici. Alors elles sont là. Position short, le vendeur qui arrive, le vendeur typique hein, qui était ici, qui a vendu un peu, qui est pas très très bon on va dire, il a vendu, il a mis son ordre de vente ici quand on était sur les niveaux de support, il a mis son stop loss juste au-dessus du précédent prix, donc ça c'est vraiment le débutant, hein. Il a mis son ratio 2 ou 3 pour 1 on va dire, hein, voilà, on va dire 2 pour 1. S'il n'est pas trop mauvais, ici, il est rentré en position et il a fait des profits. Ok, donc ça, c'est vraiment le débutant. Le encore plus débutant, lui, il voit ses gains continuer, il laisse tourner ses profits. Ok, il laisse tourner ses profits jusqu'ici. Bon, là, peut-être qu'il va solder, on verra. Ici, il a donc forcément ses niveaux de stop juste au-dessus du prix. Ça, c'est ce qu'on voit dans la liquidité juste là. Il a sa liquidité juste ici. C'est pour ça qu'ici, on a une barre qui est très très jaune, parce qu'on a plein de personnes qui sont venues faire exactement le move dont je vous parle. Celui-ci. Et ça se voit parce que justement, les fundings ont baissé et l'open interest a monté. Donc, on a plein de personnes qui sont venues comme ça faire des positions short. Tac, hop, tac, également un deuxième, etc. Et ça se voit ici. Donc on a eu un petit changement parce que jusqu'ici, c'était plutôt l'inverse. Vous voyez, ici, quand on avait des augmentations d'open interest, juste ici, bon, c'était très léger, hein, ok, je vous l'accorde, c'était très léger. Mais ici, on a une augmentation de l'open interest et ça s'est fait sur une augmentation des fundings. Donc ça veut dire qu'ici, les personnes qui sont rentrées, donc il y a quelques personnes qui sont rentrées, un petit groupe, hein, c'est pas énorme, mais c'est quelques milliers de personnes qui sont rentrées ici, et ces personnes-là, elles étaient plutôt bullish. Elles se sont dit ici, c'est le bottom, je rachète, ça va repartir à la hausse, j'y vais. Elles se sont fait rincer, ok. Les suivantes ici, ça s'est fait également juste là, sur une consolidation et une légère augmentation des fundings. Donc pareil. Ici, hop, là c'était plutôt une augmentation de l'open interest sur une stagnation de l'open interest. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu un comportement mitigé. Il y a eu autant de vendeurs que d'acheteurs qui sont rentrés. Là, c'était pareil, c'était mitigé, mais à partir de là, vous voyez qu'on a commencé à avoir le fameux switch dont je vous parlais. Ici, on a eu une augmentation de l'open interest sur une baisse des fundings. Ici, c'était pareil. Et vous voyez que là, encore une fois, les acheteurs n'ont pas compris. On aimerait qu'ils gardaient ce sentiment un peu bearish, mais vous voyez qu'ici, on a eu une augmentation de l'open interest avec du coup une augmentation des fundings. Et ça, sur une baisse de prix. Donc encore une fois, ici, on a eu des personnes qui ont voulu attraper le couteau qui tombe. Bon, ça me plaît pas trop parce que, encore une fois, ça veut dire qu'on pourrait aller plus bas parce que les acheteurs n'ont toujours pas compris, les acheteurs de court terme, ceux sur les contrats dérivés, n'ont toujours pas compris et souhaitent toujours acheter le bottom. Et vous savez que quand c'est comme ça, la foule a tendance à se tromper. Donc si on a ici une accumulation d'acheteurs et d'acheteurs de bottom, il y a des probabilités de venir encore casser ce niveau. Alors bon, on est sur une sacrée zone de retournement parce qu'ici on a quand même un Fear and Greed Index qui est à 22%. Donc c'est quand même
assez rare hein, sur ce cycle-là. On l'a pas atteint très très souvent. Hein. On l'a atteint précédemment d'ailleurs. Je crois que c'était sur ce bottom-là. Hein. On était à 28. Bon, on est encore plus bas. On est à 22. Ça fait un petit moment hein, qu'on n'avait pas atteint 22. C'était ici. C'était sur le bottom des droits de douane. Donc non, ouais, franchement, ça fait. Là, on a vraiment, vraiment un sentiment de peur qui commence à s'installer. Mais si on regarde ici sur le court terme, hein, je regarde par exemple sur les 12 dernières heures, ça va me permettre de regarder sur 12 heures de cotation les personnes qui sont rentrées. Elles sont rentrées sur quel type de position. Et là, vous voyez que on a une grosse ligne jaune. Donc ça veut dire que ici, on a pas mal de gens qui ont tenté d'acheter le bottom. Et donc, est-ce qu'il va falloir encore aller chasser ceux qui se trouvent sous les 104 000 ? C'est probable. Et même, c'est assez probable. Le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne d'abord les liquider. Parce que ici, si vous regardez, on est très proche de ces niveaux-là. Et encore une fois, vous voyez qu'on a de la liquidité qui se crée sous le prix. Vous voyez un petit peu cette espèce de canal ici. On a un canal entre là et là. Et là, pareil, on l'a entre là et là, entre là et là, et entre là et là. Et en fait, ce qu'on voudrait avoir, c'est justement un moment où on switch. C'est-à-dire là, la liquidité court terme, elle se trouve au-dessus du prix et plus en dessous. Et là, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que potentiellement, exactement comme ici, on est en train d'avoir de la liquidité, on pourrait vouloir du coup la casser pour aller absorber toute cette liquidité et en fait épuiser les acheteurs. Je pense toujours que sur le moyen terme, on va récupérer ces zones de liquidité qui sont des zones de liquidité évidentes. Hein, le marché va venir s'en nourrir. Je veux dire, même si on est en bear market, ok, ce que je ne pense pas qu'on soit dans la configuration actuelle. Hein, on va aborder pas mal de choses dans cette vidéo et je vous expliquerai pourquoi. Hein, avant de faire cette vidéo, j'ai pongé Glassnode avec un paquet d'indicateurs. Hein, vous allez voir, je vais vous partager pas mal de choses que je vous ai rarement partagées d'ailleurs. Parce que ça, il n'y avait pas forcément de nécessité. Là, vous voyez ici, si on regarde ces zones de liquidité là, je pense qu'on viendra les récupérer. Même si on vient faire un bear market, je pense que ce qu'on viendrait faire, ce serait ça, hop, et repartir à la baisse. Ok. Je pense qu'on viendrait faire ça si on était en bear market, parce qu'on ne peut pas laisser autant de liquidité ici. Et autant de personnes gagner aussi aussi évidemment comme ça. Ça peut pas être une évidence de se positionner vendeur sur ces niveaux-là, sur support, et jamais être inquiété. Ça, Bitcoin le laisse jamais, donc encore une fois, hein, je dis jamais, des fois je dis toujours, il faut rester mesuré, vous le savez bien, j'ai pas la science infuse, je vous partage mon point de vue, hein, ça fait pas mal d'années que je fais ce genre d'analyse, donc j'estime avoir une petite expérience qui me permet de comprendre un peu mieux les mouvements de marché, mais je suis pas infaillible, loin de là, hein, j'ai pu me faire piéger, et quand le comportement du prix est piégeux, comme actuellement, on a un comportement de prix qui est très piégeux. Il faut le reconnaître, c'est aussi pour ça qu'on a pas mal de doutes, que vous voyez des personnes certains d'entre vous m'ont envoyé des vidéos, etc. Donc j'en ai regardé une partie, pas toutes. Donc c'est pour ça qu'un petit peu que j'initie cette vidéo. Mais oui, il faut que vous compreniez que c'est une situation particulière actuellement. Hein. On a une cascade de liquidation énorme, un rebond ici, on a de l'insider trading, on a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Donc il faut garder la tête froide et c'est normal que en fonction des analystes, on ait des points de vue qui diffèrent et des grilles de lecture qui soient pas les mêmes. Ok ? Donc moi je vais vous partager la mienne, qui est une grille de lecture un peu plus moyen long terme, c'est-à-dire que moi, ce genre de mouvement, évidemment, ça me fait pas particulièrement plaisir de voir un moins 10% sur Bitcoin, un moins 20% sur les altcoins, etc. Mais c'est quelque chose que j'accepte, puisque mon point de vue, mon horizon de temps est plus long terme, et donc si j'estime que les prix à 6, 12 mois, 18 mois seront plus élevés que les prix actuels, je reste en position. Voilà, je peux renforcer sur des baisses. Donc là, je vous ai expliqué. Hein, moi, j'avais renforcé ici au niveau des 107, juste là. Hein. On a brisé ce niveau-là. Hein, vous voyez que je suis pas infaillible. Mais vous voyez ici, je pense encore une fois qu'on peut venir briser ce niveau-là. Ce qui va vraiment importer, c'est la clôture weekly. Pourquoi ? Au niveau weekly, vous allez voir un indicateur que je partage régulièrement et qui est les bandes de Bollinger. Vous voyez qu'on en parlait, les bandes de Bollinger, ici j'ai la largeur des bandes de Bollinger.
juste ici, vous voyez qu'on est dans un état où les bandes de Bollinger se resserrent. Tant qu'on est sur des niveaux où les bandes de Bollinger, les clôtures se trouvent à l'intérieur de bandes de Bollinger, on peut considérer en weekly que c'est du bruit. Alors c'est pas vraiment du bruit, parce que ça fait des tendances. Vous voyez que ici depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas clôturé au-dessus des bandes de Bollinger, ou en dessous d'ailleurs, mais vous voyez que c'est quand même un indicateur pertinent. Ici on avait touché les bandes de Bollinger et on était venu quasiment clôturer sur les niveaux des bandes de Bollinger. Donc si ici je retrouve des niveaux similaires dans les semaines à venir, je cherchais si on avait un exemple un peu particulier, mais on n'en a pas vraiment. Le weekly, ça reste quand même une time frame qui est quand même élevée. Mais vous voyez ici, on n'a pas été très loin de clôturer au-dessus. Ça n'a pas été le cas. Ici, on a fait un énorme fake out. Ok. Ici, c'est probable qu'on fasse la même configuration. D'accord ? Si on veut vraiment secouer le marché, sortir tous les vendeurs, sortir tous les acheteurs, sortir tous les vendeurs, il faut faire ce genre de configuration. Donc je vous avais partagé ici l'order block de juillet, qui est un peu notre support majeur de ces dernières semaines. J'aimerais voir, avant dimanche soir, une remontée du prix au-dessus des, on va dire ici, des 107 500 $. Si on clôture en dessous de ces niveaux-là, il faudra être très vigilant sur la semaine prochaine, le comportement de la semaine prochaine, et probablement alléger si on vient faire un pullback. Okay ? Si ici on clôture ici et que semaine prochaine on vient faire un mouvement un peu comme celui-ci, hop, une remontée ici, et ben ici il faudra peut-être prendre des profits. Okay ? Ça on verra en fonction des indicateurs, du momentum, de plein de choses. Donc on en reparlera dans le groupe, mais je vous mets une petite indication comme ça. Moi c'est un truc que je vais surveiller, et évidemment du coup je vais surveiller la clôture de dimanche. Si on clôture au-dessus ici des 107 500 et a fortiori au-dessus ici des 109 500, je pense que ça voudra dire que c'était un fake out et donc que encore une fois c'était juste un piège pour faire rentrer un maximum de vendeurs et se nourrir de leur liquidation pour pouvoir faire le prochain mouvement haussier. Donc on va essayer de regarder un peu l'analyse on-chain maintenant. Alors déjà je vais vous partager ici un indicateur que je regarde par moment parce qu'il indique quand même les phases de surchauffe. Ici, vous avez, donc il s'appelle le Price Temperature. Ici, vous avez juste là le prix du Bitcoin avec des phases des canaux qui nous permettent justement de voir à quel moment le prix est en surchauffe ou pas. Là, vous voyez que on n'est pas encore dans des niveaux de surchauffe absolus. Vous voyez qu'on est que d'habitude, historiquement, on vient chercher les niveaux bien plus hauts. On vient chercher au niveau du prix, par exemple, ce canal orange ou pratiquement le canal rouge. Ici, on est très loin de ces niveaux-là, donc ça pourrait vouloir nous dire qu'on a encore du jus. Là, je vais parler un petit peu plus du comportement des holders de court terme versus les holders de long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a souvent des transferts entre main forte et main faible sur le marché, c'est-à-dire dans le Smart Money Concept, c'est-à-dire vous avez le Composite Man. Donc si vous avez suivi la formation, c'était le chapitre 7 ou 8, je sais plus, sur la théorie de Wyckoff. Donc petit rappel, le Composite Man, c'est l'acteur de marché qui fait le marché. Bon, dans les faits, c'est plutôt un groupe d'investisseurs. Le groupe d'investisseurs qui décide de ce qui se passe sur le marché, c'est ceux qui achètent violemment pendant les phases de baisse et qui vendent violemment pendant les phases de hausse. Évidemment, pour générer ce genre de mouvement, ils vont un petit peu influencer le marché et créer des phases un petit peu euphoriques et des phases de dépression. Ici, vous voyez qu'on peut regarder le comportement sur Glassnode des holders de court terme, vous les voyez ici en rouge, et les holders de long terme, vous voyez cette courbe en bleu. Les holders de court terme, vous voyez que traditionnellement, ils arrivent dans les phases d'euphorie de marché, ils achètent fortement, et quand on a des gros spikes haussiers, c'est généralement des phases de top. A l'inverse, ici, les phases de bottom sont souvent marquées par des moments où les holders de long terme viennent se positionner lourdement et viennent acheter. Vous voyez que ça a été le cas ici, c'est ce qui a posé un petit peu le bottom qui nous a permis d'avoir une seconde jambe haussière sur le cycle de 2020-2021. Si on fait un petit focus sur le cycle actuel, donc hop, je vais dézoomer pour que ce soit un peu plus facile à lire. Donc ici, on a eu des holders de
de court terme, ici en rouge, qui sont arrivés systématiquement pendant les phases de top. C'est arrivé ici au moment où on était vers les 30 000 $, ici également au moment de la rumeur d'approbation des ETF, ici au moment du halving aux alentours des 70 000, ici quand on était au niveau des 100 000 $ et du niveau psychologique des 100 000, avec l'investiture de Donald Trump sur novembre-janvier, enfin son élection en novembre et son investiture en janvier. Et ici, on l'a un petit peu eu, mais vous voyez que c'est dans une très faible mesure, juste ici, au niveau des 117 000 $, donc sur ce top ici. Évidemment, à chaque fois qu'on franchit un nouvel ATH, on attire des nouvelles personnes, ça y est, ça va partir de 100 000, 300 000, 1 million de dollars. Donc évidemment, on a des short-term holders qui arrivent. Ce que vous pouvez regarder, c'est que généralement, les holders de court terme se font piéger sur les bottoms et on arrive à des niveaux de bottom quand les holders de court terme se retrouvent à vendre. Quand ici, cette courbe se retrouve en négatif. Vous voyez que ça a été le cas sur ce bottom, ça a été le cas sur le bottom ici des droits de douane, ça a été le cas sur le bottom ici juste avant justement les rumeurs d'approbation de TF Bitcoin. Et là, ça commence de nouveau à être le cas. Si on zoome un petit peu, vous voyez qu'ici, on est dans le négatif. Donc les holders de court terme, là, ils sont plus là, ils ont peur. Et là, on retrouve un petit peu notre Fear and Greed Index à 22%. Là, il n'y a plus personne, quoi. Et vous voyez ici que les holders de long terme, qui eux avaient acheté le bottom ici, ont acheté fortement. Et quand je dis fortement, c'est bien plus fortement que ici, pendant le bottom des 54 000 $. Ils ont acheté fortement ici, ils ont commencé à acheter sur les postes droits de douane de Trump, mais ici, ça a été le pic, juste là, au niveau des 107 000. Donc ici, on retrouve leur niveau d'achat. C'est pour ça que c'est un niveau aussi important. Et c'est pour ça que ce que je veux regarder, c'est la clôture à ce niveau-là. Et que tant qu'on n'a pas vraiment une clôture à ce niveau-là, les personnes qui ont acheté lourdement et qui ont acheté, du coup, pendant cette phase-là, on a mon curseur qui a fait n'importe quoi. Donc je vais vous le marquer juste ici. Quand on est en train de retravailler un support qui a précédemment été fortement acheté par les holders de long terme, tant qu'on est sur ce niveau-là, je panique pas. J'ai pas de raison de paniquer, parce que ici on revient sur des niveaux de support. Ça s'appelle un pullback. Il y en a tout le temps, c'est logique. Et donc pour le moment, j'ai pas forcément de panique à avoir. Ici, par exemple, on avait eu des forts niveaux d'achat juste là au niveau des 66 000 $. Si ici on brise les niveaux des 66 000, il y a quand même une petite panique à bord. Il faut quand même être bien vigilant. Vous voyez que par le passé, justement, ça a été le vrai switch s'est fait à ce moment-là, parce que ici on avait eu des grosses zones d'achat juste là, vous voyez, juste ici et ici. On était au niveau à l'époque des 38 000 $, juste là. Et vous voyez que ici, quand on a eu un retour sur ces niveaux de prix-là, on a consolidé, on a même largement consolidé longtemps. Et ici, vous voyez que on n'a pas eu tant que ça de rachat sur ces zones-là. C'est-à-dire que les holders de long terme ne se sont pas manifestés. Un tout petit peu, vous allez me dire ici, certes, un tout petit peu, mais quand même beaucoup moins que sur ce genre de phase-là. Donc ça, c'était mauvais signe, et vous voyez que quand on a brisé, là, ça y est, c'était notre vrai bear market. Donc, évidemment, je vais surveiller ça. Là, on est un peu dans le money time, on est dans la phase où on se retrouve sur les niveaux ici, les 107 000 qui restent des niveaux de support majeurs. Donc, tant qu'on reste sur ces niveaux de support majeurs, moi, je reste positionné et je continue à penser que on est toujours sur un pullback et donc je ne vais pas vendre sur support, ça aurait aucun sens. Donc on va continuer un petit peu ici avec la Value Days Destroyed Multiple. Ici, c'est un indicateur de surchauffe, comme il y en a beaucoup dans l'analyse on-chain, qui vous permet, ici vous avez l'explication, mais en gros c'est le comportement, c'est le comportement des différents acteurs de marché. Et donc là vous avez différentes échelles qui sont proposées pour savoir à quel moment on arrive dans des niveaux d'euphorie, des niveaux de surchauffe, et à quel moment on est dans le vert ici, dans des moments où on est plus proche des niveaux d'achat, et que c'est plutôt une bonne idée d'acheter sur le long terme. Vous voyez qu'on a eu un top ici de surchauffe juste là en mai 2024,
Donc au niveau du halving, hein, on était quelques jours, semaines après halving, vous voyez que ici on a eu une surchauffe et ça nous a coûté d'ailleurs 9 mois de range. Donc entre mai et octobre 2024, enfin je dis 9 mois, mais oui je crois que c'était ça, entre février et novembre, quoi, donc on va dire 8-9 mois de range. Vous voyez que là, ça a été le cas, la phase de surchauffe, de surchauffe également. Ici, on a eu une légère surchauffe, hein, parce que bon, cet indicateur est quand même venu monter, à peu près comme sur les niveaux juste ici. Donc c'est ça aussi qui me faisait me dire qu'ici, il fallait être vigilant. Cependant ici, on a très largement dégonflé, hein, et on a dégonflé très vite, puisque précédemment, vous voyez que entre la phase de top et le moment où on a retrouvé des niveaux comme actuellement, il a fallu bien baisser, hein. On est passé ici de, je crois qu'on était aux alentours des 120 000 dollars à peu près, un petit peu moins, hein. Et ici, on est venu réduire quasiment jusqu'aux 80 000 avant de retrouver ici les niveaux pratiquement verts. Ici, on n'est pas très loin, on n'a pas été très très loin des niveaux verts, alors que vous voyez que le prix, il a juste consolidé. Donc pour le moment, pas d'alerte sur cet indicateur. Évidemment, il va falloir regarder, parce que ici, pareil, hein, il y a vraiment un moment où les personnes commencent à switcher entre c'est juste un bear market, c'est juste une consolidation, pardon, ou alors c'est un bear market. Et là, vous voyez que on est en train de switcher dans le sentiment des différents investisseurs. Là, il y a quand même pas mal de personnes qui se disent finalement, est-ce qu'on n'est pas sur une simple consolidation, mais carrément sur un vrai top de cycle et donc un passage dans le bear market. Donc on va regarder tout ça. On va continuer avec le reserve risque. Okay. Ici, vous voyez que on est quand même toujours dans la zone verte, ici, dans la phase où il n'y a pas de surchauffe. Okay, et c'est très comparable à ce qu'on avait ici dans la phase de pré-phase mania en 2017. Le cycle de 2020-2021, dû au crack Covid et à l'impression monétaire qui a été vraiment énorme, il est très difficilement comparable parce que tant qu'on n'a pas d'impression monétaire aussi importante que ce qu'on a eu en 2020-2021, ça pourra réarriver si on a dans le futur un nouveau signe noir qui oblige les économies mondiales à imprimer fortement de l'argent. Mais tant que c'est pas le cas, c'est très difficile de le comparer parce que là, on a eu un stimulus tellement énorme que forcément, on est venu tout casser. Et là, quand on compare un petit peu, donc là vous avez le reserve risk mais qui est ajusté, d'accord. Ici vous l'avez donc ajusté en fonction des différents cycles. Vous voyez que on est très similaire à ce qu'on avait pu avoir en 2017, c'est-à-dire ici une phase de montée. Donc là c'est entre notre point bas et on l'avait atteint à peu près ici. Puis on était resté pendant quand même longtemps. Ici ça avait duré du mois de... ici, oui, on était en novembre 2015, jusqu'ici en avril 2017. Vous voyez qu'on a fait une longue montée, mais qui a été en fait une montée assez progressive. Vous voyez, une phase de hausse, une correction, consolidation, phase de hausse, correction, consolidation, phase de hausse, etc. Jusqu'à arriver à peu près ici, c'est le moment en mars-avril 2017, où on a eu le début de cette phase mania. Et on a eu du coup la surchauffe qui est arrivée, d'accord, la vraie surchauffe, hein, comme on a pu la voir d'ailleurs juste ici, entre le moment de rupture ici, vous vous souvenez du triangle de compression de 2020, pour ceux qui l'ont vécu. On a eu un triangle de compression, on était aux alentours de 10 000, hein, on oscillait entre les 3 chiffres et les 4 chiffres pour Bitcoin, et hop, on l'a brisé et c'était parti, d'accord. Et là, on a changé complètement de phase. Et là, vous voyez que on a certes des phases où ça remonte, mais comme on avait pu avoir en 2017 à ce moment-là. Et là, on est probablement, comme on avait pu avoir juste ici, vous voyez, on était plus haut que le précédent top, on travaillait les zones, etc. Ça avait mis un petit moment, juste avant cette phase mania. Hein. Et ensuite, quand on a brisé ces niveaux de support, là on est parti, et là c'était parti pour notre phase mania. Donc est-ce que ça va se produire de nouveau ? C'est probable, parce que ici on est dans une configuration macroéconomique qui ressemble beaucoup plus à 2016, 2017, 2018 que ce qu'on avait pu avoir en 2020-2021. Parce que je vois beaucoup de personnes s'inquiéter
du fait qu'on part en bear market. Le bear market précédent, il était causé par beaucoup par le fait que la macroéconomie commençait à se dégrader. On avait une hausse de l'inflation, une probable hausse des taux qui allait suivre. On ne savait pas trop où on allait sur les différents marchés. Il y avait le début de la guerre en Ukraine. Bon, ça c'est venu un peu plus tard, hein, vous allez me dire, mais c'est venu quand même en février ici 2022. Donc on était juste ici, pendant cette phase de support justement dont on parlait. Bah, vous voyez que par contre ici, quand je regarde la courbe des reverse repo sur le site de la Réserve fédérale américaine, vous voyez que ici, on a pendant longtemps, ici sur le cycle de 2020-2021, on a eu une grosse phase où on a eu tout pour le marché à risque. Okay, tout était fait pour les marchés à risque. C'est-à-dire que les personnes investissaient. Les personnes, quand je dis les personnes, c'est des entités, hein, les grosses entités de ce monde, les Bank of America, les BlackRock, toutes les institutions, les hedge funds comme, j'ai oublié son nom de Warren Buffett, mais enfin, vous voyez de quoi je parle. Ici, vous avez tout ça qui est toutes ces entités qui ont investi énormément entre ici avril 2020, hein, post-crack Covid, jusqu'à ici mars-avril 2021. À partir de ce moment-là, on a eu un switch. Et ce switch, il a été entretenu justement par cette peur de l'inflation, etc. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on a eu cette courbe qui a remonté. Cette courbe, c'est le montant qui est déposé par les grosses institutions financières à la Réserve fédérale américaine. D'accord ? C'est un montant pour se protéger. Donc là, c'est en milliards de dollars. Donc ici, vous avez 1000 milliards, 2000 milliards de dollars. Donc à ce moment-là, ici, donc vous voyez qu'on n'avait pas encore atteint notre top de bull run. Hein. Nous, notre top de bull run, on l'a atteint ici. En novembre 2021, on était déjà à 1450 milliards de dollars d'investis sur ce reverse repo. Donc ça, c'est une protection. En gros, il faut vous dire ici, quand cette courbe monte, ça veut dire que les institutions financières ont peur des marchés à risque. Bon, ça m'est revenu, c'était Berkshire Hathaway, hein, pour le fonds de Warren Buffett. Donc, Berkshire Hathaway, ils font partie ici des personnes qui, quand ils sortent du cash de leurs investissements et qu'ils décident de le mettre à la Fed, ça veut dire qu'ils se protègent. Ils se protègent d'un potentiel retournement de marché. Vous voyez que ça a été le cas ici, hop, et on a atteint ici notre top, et on y est resté entre juillet 2022 et juin 2023. Donc c'est-à-dire pendant toute cette phase, le monde financier globalement avait peur des marchés actions et voulait se protéger. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, ça a été l'inverse. Vous aviez eu les investisseurs, etc., et le monde financier qui s'est dit « Non, là, je repasse marché action parce que les perspectives économiques et macroéconomiques pour les mois et les années à venir me paraissent bonnes et je préfère réinvestir sur les marchés. » Vous voyez que ça a été le cas pendant longtemps. C'est ce qui a drivé notre bull run pendant un bon moment. Et là, aux alentours de janvier 2025, post-élection de Trump, on a eu un petit peu de peur. Ici, on va zoomer un petit peu sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Ici, élection de Trump, on a un petit peu de peur. Vous voyez que cette courbe, qui était quand même globalement baissière, est venue stagner, voire même reprogresser. C'est en fait lié aux droits de douane de Trump. On a eu un moment où il y a eu du doute. Il y a eu du doute sur non, c'est du bluff, non, il va pas le faire, c'est impossible, etc. Il fait ça pour, comme il dit dans son livre, pour make a deal, etc. Et puis finalement, ah bah non, en fait, il le fait. Ah bah non, il a fait son petit tableau, il a présenté son Liberation Day, etc. Et donc, il y a eu de la panique à ce moment-là, aux alentours d'avril, mai, et puis de l'été 2025. Et vous voyez que là, depuis l'été 2025, on a de nouveau un retour sur les marchés actions, et un très fort retour. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a quasiment plus rien à la Fed. Toutes les institutions financières de ce monde se disent « ça y est, c'est le moment d'investir ». Et si ici, on regarde un petit peu par le passé, en 2017 par exemple, vous voyez que la courbe entre 2016, 2017, etc., on était bien plus proche de ce qu'on a eu ici que de ce qu'on a eu pendant ce bear market. D'accord ? Donc là, il faut quand même garder ça en tête, la macroéconomie est belle. La macroéconomie, elle se voit également dans les rythmes de baisse de taux.
Avec, vous voyez ici dans les rythmes de baisse de taux, une baisse de taux qui est prévue juste ici pour le 29 octobre 2025, une baisse de taux qui a une probabilité de 97% d'être réalisée. Donc finalement ici, la macroéconomie, elle nous dit qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 baisses de taux à venir pour on va dire, vous voyez, c'est jusqu'à juillet 2026. Donc d'ici l'été prochain, sur l'espace d'une dizaine de mois, vous avez, on a dit 1, 2, 3, 4, 5 baisses de taux. C'est énorme, hein. Franchement, honnêtement, c'est énorme. Et ça, le marché adore. Les marchés à risque adorent. On devrait atteindre 3% sur juillet 2026. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés, ils n'aiment pas les taux bas. Enfin, ils aiment les taux bas, mais ce qu'ils aiment surtout, c'est d'avoir une prévision de baisse de taux. D'accord ? Les marchés, on le sait, ils anticipent. C'est pas en 2026 qu'on aura un bull run parce que les taux seront bas. On aura un bull run avant parce qu'on anticipe que les taux vont baisser, que les revenus vont donc augmenter, et donc on aura à ce moment-là des personnes qui vont acheter et qui vont créer ce fameux déséquilibre entre offre et demande. Je fais une petite aparté rapide, mais ce qui fait monter le cours de n'importe quel actif, c'est la différence entre offre et demande. C'est pas plus compliqué que ça. Je vois beaucoup de monde qui dit oui, les marchés à risque baissent s'il y a une hausse des taux, etc. Certes, mais en fait, ce qui fait que le marché va monter ou pas monter, c'est si on a plus d'offres que de demandes. Si on a plus de monde qui veut acheter du Bitcoin que ce qu'on a de personnes qui sont prêtes à le vendre, le prix monte. Pour trouver des vendeurs, en fait, tout simplement. Le prix monte jusqu'à trouver quelqu'un qui dit « moi, à ce prix-là, je veux bien le vendre ». Ok ? C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que quand vous savez que vous allez avoir 5 baisses de taux, vous vous dites « le monde sera plus beau dans 10 mois que ce qu'il est beau actuellement ». Ok ? Dans 10 mois, les entreprises pourront faire des prêts à 3% au lieu de les faire à 4%. Ils rembourseront moins de dettes, et donc, leurs bénéfices seront meilleurs. Donc, la situation dans une année sera plus belle que la situation actuelle. Si vous savez ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez. Et si je vous dis le prix de votre maison va tripler dans un an, vous l'achetez tout de suite. Et vous vous dites pas dans 3 ans je l'achèterai parce que son prix aura triplé. Non, vous achetez avant. Donc ici, il faut comprendre ça. C'est pas le chiffre en valeur absolue qui compte, c'est la dynamique qui compte. Et ici, la dynamique, elle est baissière. Donc ici, on a un monde qui sera plus beau dans une année que ce qu'il est actuellement. Donc les personnes se positionnent maintenant. Et si elles achètent maintenant, c'est maintenant qu'est créé le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. C'est pour ça qu'on dit que les marchés financiers anticipent. Les marchés financiers, ils anticipent parce qu'en fait, si vous savez que quelque chose va arriver, vous l'anticipez tout simplement. Enfin, il ne faut pas être stupide. Si vous doutez que dans 18 mois, il va y avoir une guerre, vous vendez. D'accord ? Vous ne vous attendez pas le jour de la guerre pour vendre. C'est aussi simple que ça. Et là, la macroéconomie est dans une très belle direction. Elle est dans une direction baissière et mesurée. Vous avez 3 baisses de taux d'ici la fin d'année. Donc là, on a eu la première le 17 septembre. On a la deuxième qui est prévue ici dans 12 jours. Et vous avez la suivante ici le 10 décembre. Mais ensuite, vous avez encore 3 autres baisses de taux sur le premier semestre de l'année 2026. Un peu plus en juillet 2026. Sur les 7 premiers mois, vous avez quand même 3 baisses de taux. Et c'est mesuré. Et ça, le marché adore. Parce que ça veut dire que il y aura des facilités monétaires pour les acteurs de marché. Donc, les entreprises pourront emprunter, les gouvernements pourront se refinancer. Ce sera plus facile du coup de créer de la croissance, etc. Donc, tout va bien. Et en parallèle, c'est pas dans l'urgence comme on avait pu avoir pendant des phases de récession, où là, c'est la panique, et en fait, le marché est en train de se crasher, et donc, il faut aider en baissant les taux, mais de toute façon, le marché s'est crashé. Donc, c'est pas bon. Et là, on a des conséquences qui vont être financières, mais pas économiques. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas dans l'économie de problème, c'est-à-dire il n'y a pas de hausse particulière du chômage, il y a une légère hausse, mais ça reste mesuré, l'économie américaine reste forte, etc. Donc, entre guillemets, tout va bien pour l'économie réelle, l'économie américaine, mais le monde financier, lui, il se porte d'autant mieux du fait qu'on va avoir des baisses de taux. Donc ce petit rappel-là, il est pour moi très important, parce que la macroéconomie, elle, n'a pas changé. D'accord ? Ici, on est peut-être sur des niveaux de 104 500 $, il y a beaucoup de peur, etc. Et je le conçois. Mais
Les indicateurs vraiment fondamentaux, ceux qui font les réels mouvements de marché long terme, bah, là, ils sont plutôt en notre faveur qu'en notre défaveur. Bah, vous voyez que l'inflation ici, elle reste stable depuis tout ce temps. C'est ce qui fait qu'on peut lancer des rythmes de baisse de taux. Donc tout va bien. Au niveau des ETF Bitcoin, vous voyez que ici, on a eu des petites sorties. Hein. Je regarde le portefeuille de BlackRock. Hein. Certes, il y a eu des grosses sorties si on regarde le reste. Mais le reste, il y a beaucoup plus de portefeuilles de retail, etc. De stratégies d'arbitrage. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font sur les autres portefeuilles, qui du coup, des stratégies de hedging même. Donc le portefeuille de BlackRock, c'est celui qui est le plus révélateur des stratégies d'accumulation ou de distribution dans la finance traditionnelle. Donc c'est pour ça que je regarde que lui. Je regarde que effectivement sur les 3 derniers jours, hein, 14, 15 et 16 octobre, vous voyez qu'on a eu de la baisse. C'est pas aussi important que ce qu'on avait pu avoir par le passé, comme ce qu'on a pu avoir ici, hein, d'ailleurs entre février 2025 et mars 2025. Hein. Ici, à ce moment-là, on avait vraiment des réelles grosses sorties sur les ETF. Là, c'est pas encore le cas. Bon, vous voyez que moi, j'ai pas forcément d'inquiétude à ce niveau-là. Je vois des personnes qui disent oui, mais les inflows ralentissent. Certes, les inflows ralentissent. C'est pour ça que le prix ne monte pas en flèche, hein, d'ailleurs. Mais pour le moment, il n'y a pas de panique à avoir. Je veux dire, le jour où vous avez 400 milliards d'outflow sur iBit, bon, bah là, il faudra sûrement s'inquiéter un petit peu. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc, moi, de mon côté, je ne m'alerte pas sur cet indicateur. Et je pense toujours, du coup, qu'on est plutôt dans un cycle similaire à 2017. Ça, j'en ai parlé maintes et maintes fois depuis les nombreux mois que je fais des vidéos sur YouTube. Mais vous voyez ici, on est plutôt dans un cycle qui est comme celui-ci qu'un cycle qui est comme celui-ci. Un cycle en 2 parties d'ailleurs, hein, avec 2019-2020, où ici, là c'est un cycle qui est beaucoup plus constant. Et d'ailleurs on le voit, hein, ici, vous voyez que depuis le bottom de novembre 2022, on a ici une croissance pratiquement linéaire du prix du Bitcoin, comme d'ailleurs on a eu ici entre le bottom ici de janvier 2015, jusqu'ici quasiment, on était dans une croissance qui était linéaire, vous voyez, c'était vraiment, c'était pas de l'exponentiel. On est parti dans l'exponentiel, d'ailleurs quand on a quitté ici, quand on est venu faire un pullback ici sur cette ligne bleue, et qu'on a quitté la phase justement de tendance linéaire pour une tendance exponentielle. Et là ensuite on a fait la fameuse phase mania où on a eu tous les retails, dont moi, qui sont arrivés pour se faire liquider par la suite. Hop, on va continuer avec la suite, qui est les Holder Net Position Change. Vous voyez ici, on a eu un signal qui, lui, était un peu moins beau. Pourquoi ? Parce que ici, sur les phases de hausse parabolique, on a des holders qui prennent des profits. Donc, c'est les courbes que vous voyez en rouge, juste ici. Dans les phases standard de baisse du prix, on a des holders de long terme qui réachètent. Okay, ils rachètent à ces prix-là. Vous voyez que c'est un indicateur un peu particulier, parce que dans les phases de bottom, il nous indique aussi une grosse sortie. Parce qu'en fait, les holders de long terme, ils sont considérés à partir de 6 mois. De mémoire, hein, j'ai pas, je l'ai pas ici peut-être, mais de mémoire, ouais, c'était 6 mois. Ces holders de long terme, forcément, ici, en novembre 2022, c'est des personnes qui ont acheté ici. Quand vous avez acheté ici pendant la phase de bear market et que vous vendez ici, vous devenez un holder de long terme. Et donc, ici, on a pas mal de personnes qui avaient acheté justement pendant cette phase-là qui ont vendu. Donc, c'est un petit peu difficile de déceler les phases acheteuses et les phases vendeuses à partir de cet indicateur, mais vous voyez ici, je vous en parle quand même, parce que ici on part sur du négatif, vous voyez, on est dans le négatif, vous voyez que sur ce cycle-là, les bottoms étaient plutôt posés quand les holders de long terme étaient sur des phases acheteuses. Oh, je vais reprendre ma courbe, et là, c'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est forcément, hein, tous les indicateurs ne vont pas dans le même sens tout le temps au même moment, hein, ce serait trop simple. Vous voyez ici, cet indicateur-là qui plutôt traditionnellement va dans le vert quand on est dans les phases de bottom, là, c'est pas le cas. Donc, il va falloir peut-être aller chercher plus bas, peut-être aller chercher une zone d'intérêt un peu plus forte, peut-être faire une consolidation basse, c'est-à-dire ici garder ces niveaux entre 100 000 et 105 000 $ pendant quelques jours, quelques semaines,
ne serait-ce que 2 semaines pour vraiment arriver à des moments de panique où du coup on aura les personnes qui vont pouvoir réaccumuler comme on avait pu avoir à ce moment-là ou à ce moment-là. Ça, c'est cet indicateur qui nous dit ça. Vu tous les autres qu'on a vus, vous devez garder en tête qu'il n'y a pas forcément de panique à avoir en particulier. D'autant que si on regarde justement sur le long and short term on-chain cost basis, donc là c'est le coût de base des holders de court terme, de long terme, etc. Ça vous permet de voir à quel moment vous avez des phases de top et des phases de bottom. C'est un bon indicateur pour placer les bottoms. Parce que en gros, quand vous êtes en dessous du prix réalisé par les holders de long terme, vous êtes tout le monde est underwater et c'est généralement à ce moment-là que se posent les bottoms. Vous voyez que là, c'est le cas justement juste ici. Ici, si on regarde un petit peu la courbe, vous voyez qu'on suit cette courbe rouge, qui est le prix réalisé par les holders de court terme, de très court terme on pourrait dire. Mais vous voyez que tant qu'on reste sur ces niveaux-là, on n'est pas dans une phase vraiment de stress. Vous voyez que par exemple sur le cycle de 2017, ça a été le cas. On a retravaillé cette zone pendant un bon moment. On va regarder ici. Vous voyez qu'on est venu se réappuyer sur cette courbe un sacré paquet de fois, et c'est vraiment quand on l'a cassé qu'on est rentré en bear market. Dans le cycle précédent, on l'a retravaillé aussi, là on l'a cassé, on a fait une consolidation plus longue, et là on l'a cassé, et ça a été un peu le début de notre bear market. Donc ici, si on regarde, on a cassé plusieurs fois cette courbe-là, on l'a cassé ici, ici et ici, mais vous voyez qu'à chaque fois, c'était parti pour des consolidations qui étaient longues. Donc ici, ça a été le cas, on l'a cassé en juin 2024 et il a fallu attendre 4 mois pour la rebriser à la hausse. Ici, on l'a cassé en février 2025, il a fallu attendre avril 2024, donc il a fallu attendre 2 mois pour la casser à la hausse. Donc c'est-à-dire si on s'installe trop longtemps ici en dessous de ces niveaux qui sont d'ailleurs actuellement au niveau des 113 000, ça pourrait vouloir nous dire il va falloir qu'on consolide un bon moment. Et si vraiment on commence à installer une tendance baissière sous cette courbe, là, dans ce cas-là, il faudra sûrement être vigilant et probablement prendre des profits pour, un bear market qui pourrait s'installer. Mais ici, j'ai quand même un indicateur qui, moi, me fait tiquer. C'est celui-ci. Cet indicateur, c'est l'indicateur d'accumulation. Cet indicateur d'accumulation, vous voyez que juste là, il nous indique une accumulation de 0,96. Donc on est ici, quoi. On est quasiment à 1, on est quasiment sur une accumulation pure, avec beaucoup d'achats et de gros achats. Ça, c'est ce que voit cet indicateur. Et généralement, c'est pas le cas des phases de prise de profit. On n'a pas, dans les phases de baisse, on n'a pas ce genre de comportement. Vous voyez que ici, quand on a eu des grosses zones ici où on a été chercher des accumulations qui étaient de l'ordre de 1, tout simplement, donc c'est-à-dire une grosse accumulation, ici quand on a eu des phases de baisse, etc., on est venu en fait faire baisser ce score, ok. Donc on va regarder les différents tops, mais ici, vous voyez, on était à 1, on est venu baisser, 0,87, bon, 1, là on était à 1, on était toujours sur de l'accumulation, mais dès qu'on a commencé à réellement s'installer en dessous de ces prix de top, 0,42, 0,12, etc., là on a baissé, on est venu passer dans une phase de distribution, ok, juste ici. Si on regarde ici, pareil, vous voyez, on a atteint notre top, et ensuite on est venu baisser 0,66, 0,50, 0,40, 0,19, etc. Là on a eu, vous voyez de toute façon le changement de couleur, mais vous voyez qu'on est passé ici d'une phase de top où juste là où on était sur de l'accumulation, sur une phase de distribution. Et ensuite on a plongé à la baisse. Vous voyez que ici ça a été un peu le cas, on a eu de l'accumulation, puis ici ça s'est éclairci, on a une petite zone de distribution, puis de l'accumulation ici, petite zone de distribution, et ici, depuis notre précédent top, au niveau des 121, ici on était à 0,58 en termes d'accumulation, 0,64, 0,79, 0,89, 0,96 l'actualisation d'aujourd'hui. Donc là, ça veut dire que à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui achètent. Et c'est quand même étonnant, parce que si ici on était dans une phase de bear market, c'est pas quelque chose qui est censé arriver. D'accord ? Alors c'est arrivé par le passé, ok ? Ici, mais on avait, vous voyez, au moment où on a réatteint ces zones-là, en fait, je vous disais, les zones juste ici,
Alors, hop, on était où? On était là. Vous voyez, quand on a atteint juste là, donc les zones qui avaient été achetées fortement par les holders de long terme, est-ce que ici, ils ont plutôt conforté leur support ou ils l'ont plutôt vendu? Eh ben, on va regarder ça via cet indicateur. Ici, on avait eu des grosses zones d'achat. Eh ben, vous voyez que ici, il y a eu beaucoup d'achats, mais qui s'est réduit en fait, hein. Vous voyez ici, on était à 0,93 par exemple. Ici, j'en prends ici 87, puis 87, puis 73, puis 72, etc. Et ici, quand on a réatteint ici les niveaux qui avaient été fortement achetés juste là, bah là, vous voyez que ça s'est réduit. On a basculé ici de 1, et là, en fait, il y a eu de la zone de distribution. Sur le rebond, il y a eu de la distribution. Donc ici, si on consolide un moment juste là, et que je vois cet indicateur qui m'indique une phase de distribution, bah évidemment, ça voudra me dire, bon, bah, le marché n'est pas prêt à remonter, et donc dans ces cas-là, il vaut mieux probablement se sortir du marché et accepter la distribution et profiter de cette phase de distribution des gros pour également sortir et revenir quand ils seront en phase d'accumulation. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc ici, moi, ça me fait quand même tiquer. Je me dis, non, finalement, ici, on a tout qui est encore une fois dans le sens de bah, ça va continuer de monter. Vous voyez, la distribution qu'on a là, où tout le monde me dit, oui, on pourrait être là dans une situation similaire à celle-ci. Bon, bah là, j'ai un petit peu de mal à vous croire, parce que ici, on était dans une grosse zone de distribution, hein. Outre la configuration graphique, vous voyez que on-chain, on était sur des zones de distribution énormes, hein. Vous voyez, BTC Accumulation Trend Score, 0. Donc là, c'était vraiment la distribution pure et dure. Ok, ici, on avait une grosse zone d'accumulation. Je suis d'accord avec vous. Donc ici, c'était aussi lié aux retail qui ont fortement acheté. Mais ici, c'était assez piégeux, hein. Ici, il y aurait pas eu la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, etc. Bah, potentiellement, on pouvait repartir à la hausse. C'est pour ça que je vous dis, il y a un faisceau d'indices qui vous permet de vous dire ça. Vous pouvez pas prendre un seul des indicateurs dont je parle et vous baser toutes vos stratégies là-dessus. À ce moment-là, je vous rappelle qu'en novembre 2021, quand on regardait le reverse repo, on était là, d'accord? Donc là, il y avait vraiment une peur, mais macroéconomique, qui se plaçait. C'était pas un mouvement technique, c'était vraiment la macroéconomie nous disait, attention, il faut sortir. Là, la macroéconomie nous dit, allez-y à fond. Et la technique nous dit, allez-y à fond. Enfin, le fondamental nous dit allez-y à fond. Maintenant, on a la technique elle-même qui nous dit, bon bah là, vous voyez, bah, on a cassé le support, hein. Donc depuis le début de cette vidéo, on a cassé le support dont je vous parlais, il fallait sûrement aller plus bas. Bon bah là, vous voyez, on est en train de retravailler, hein. On va l'actualiser vite fait en live. Bon bah du coup quand je publierai cette vidéo ce sera un peu trop tard, mais voilà, il va falloir surveiller ça. Vous pouvez vous mettre ici, bon ça c'est gratuit, hein. C'est CoinGlass qui fait ça. Vous avez dans liquidation heatmap modèle 2 et vous pouvez regarder. Bon bah là il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Si on en reste là, vous voyez qu'il n'y a pas de ligne jaune qui se crée en dessous du prix, là ça me va. Si même j'ai une ligne jaune qui se crée au-dessus du prix, là je me dirais ça y est, on est mûr. On est mûr pour poser le bottom. Mais là c'est pas encore le cas. Donc il va falloir être vigilant. Bah, évidemment, quand moi je joue des mouvements de l'ordre de 500% sur les altcoins, vous vous doutez bien que les mouvements de 3 à 5%, bah, ça a une importance, mais une importance qui est du coup relative. Okay, donc là également, je vais vous donner un autre indicateur, celui de Relative Activity of Small and Large Entities, donc les grosses et les petites entités de ce marché, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Quand vous avez des petites entités, donc en bleu, qui sont en train de bouger, ça veut dire généralement que c'est des phases plutôt euphoriques. Okay, on l'a eu juste ici pendant le top. Là, on l'a eu également pendant la phase de bottom, parce qu'en fait, c'était une phase de capitulation. Mais là, vous voyez qu'on n'a rien. C'est là où je veux en venir. Ici, on n'a rien. Depuis longtemps, hein, maintenant depuis septembre, depuis début septembre, il se passe rien. Ni sur les larges, ni sur les small entities. Les larges entities, elles se positionnent, donc les grosses entités, je vais parler en français, elles se positionnent ici, elles s'étaient d'ailleurs positionnées ici, lourdement, en prévision de mouvements acheteurs, hein. C'est généralement les baleines, hein. Les grosses entités, ça va être les banques, ça va être les grosses institutions financières. À l'époque, c'était les grosses entreprises également qui avaient commencé à se positionner, on avait du micro-stratégie, etc. À ce moment-là, quand on a des grosses entités qui achètent fortement, bah, on le voit ici, et c'est généralement bon signe. Okay, c'est pas toujours le cas, mais c'est généralement bon signe. Ou en tout cas, il se passe des choses. Il y a de l'activité. Ça peut être de la distribution, ça peut être de l'accumulation, ça peut être plein de choses, mais il se passe des choses.
Ici, ça a été le cas justement ici, ça a été le cas au moment du crack de Terra Luna, ça a été le cas au moment de la faillite de FTX. Vous voyez que ça a été le cas ici pendant la phase du halving, ça a été le cas ici pendant la phase de l'élection de Trump et des droits de douane. Mais vous voyez que là, c'est très calme, ok? Si on était dans une phase de distribution, ce serait quand même moins calme que ça, ok? On devrait avoir de l'activité. Là, au niveau des ETF, bon, on en a déjà un petit peu parlé. Vous voyez, on a une autre synthèse de la courbe. Certes, ça ralentit. Certes, ça peut vouloir dire des choses dans le futur, mais moi, j'attends le portefeuille de BlackRock. J'attends une mise à jour du portefeuille de BlackRock. Si j'ai des grosses sorties, j'agirai en conséquence. On va continuer, j'ai plus beaucoup d'indicateurs à vous montrer, mais j'ai ici le Cost Basis Distribution Heatmap. Je le montre souvent parce que pour moi, c'est un super indicateur qui permet d'identifier les niveaux clés. Et ici, si on regarde, on a eu juste ici, quand on était aux alentours des 111 200 $, on a eu, vous voyez, supply 116 103. Ça veut dire qu'on a 116 103 bitcoins qui ont été achetés sur ces niveaux-là. Si vous sortez votre petite calculette, 100 000 fois 100 000, hein, d'accord, on est aux alentours de 10 milliards de dollars qui ont été achetés sur ces niveaux-là. Donc ici, 10 milliards d'achetés sur les 111 000 $, bah, c'est probablement pas pour rien, d'accord? Donc ici, on a des grosses zones ici d'achat. Ça, on l'avait vu ici, on a eu des grosses zones d'achat. Ici également, ça a été confirmé ici, d'accord, quand on est venu récupérer ces niveaux-là. Et si on avait des zones de distribution, ici, on devrait avoir ce qu'on avait pu avoir, par exemple, ici d'ailleurs. Vous avez vu ici, on avait eu des petites zones de distribution. Au-dessus du prix, vous avez vu des zones de vente. Ici également, au-dessus du prix, vous avez eu des zones de vente. Là, ça n'a pas été le cas. D'accord? Donc évidemment, il y a eu des petits niveaux de support ici qu'on avait identifiés au niveau des 117 500 qui étaient censés nous retenir. Ça ne nous a pas retenu. On est venu les casser, ici également, ici également. Bon, on est en train de les retravailler, on est en train même de les casser pour certains. Mais vous voyez que ce qu'on avait pu avoir, là je vois beaucoup de monde me parler de ça aussi, ce qu'on avait pu avoir ici, vous voyez cette zone de distribution énorme, avec une latéralisation du prix, ici des constructions de positions vendeuses, et une cassure de ce prix à la baisse, avec du coup des personnes qui prennent des profits, hein, cette courbe qui passe du rouge à l'orange et au jaune. Donc ici, ça veut dire que sur cette baisse, on a pas mal de gens qui ont pris des profits. Mais ça, on l'a pas. Donc ça, on l'a pas. Si on l'avait, à ce moment-là, on devrait du coup retrouver ici des lignes rouge-orange qui se trouvent au-dessus des cours. Et là, c'est pas le cas. Donc ici, on est plus sur des zones de peur, des zones techniques, où on vient récupérer de la liquidité, parce que le marché est peu liquide, donc on a des market makers qui en profitent, hein, tout simplement. Là, c'est pas très compliqué de faire bouger le marché, il y a peu d'open interest, il y a peu de positions ouvertes, etc. Donc, et vous avez des mouvements de peur qui sont énormes, donc c'est assez facile de manipuler et de faire venir baisser les cours, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc là, c'est de la technique. Si on regarde ici, voilà, je vais vous partager deux autres indicateurs et après on ira faire un petit tour léger sur l'order flow pour terminer. Ici, au niveau de cet indicateur sur les Shark Address. Donc c'est les portefeuilles qui possèdent entre 100 et 1000 bitcoins, c'est eux qui font le marché depuis ces derniers temps, depuis ce cycle en réalité. Vous voyez ici la courbe en orange, c'est le nombre d'adresses qui possèdent entre 100 et 1000 bitcoins. Elles étaient de l'ordre de 14 000 à l'époque où on était du coup en l'été 2024, en juillet 2024. Sur une année, un peu plus, on est passé du coup de 14 000 à 17 000. On a 3 000 portefeuilles qui ont atteint ce stade des 100 à 1000 bitcoins. Et vous voyez que là, c'est pareil, c'est assez symptomatique. Ici, on a toujours une hausse de cette supply. Okay, on a toujours une hausse. Vous avez ici le compte des adresses et vous avez ici Shark Address, la position, le changement de position de ces sharks. Et là, vous voyez que on est toujours dans une phase d'achat. On est toujours dans une phase d'achat, ce qui d'habitude n'était pas le cas justement typiquement dans cette grosse zone. Vous voyez, quand on était en bear market, à ce moment-là, ça y est, les sharks ils quittaient le navire. Ok, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Vous voyez ici, on avait tous les requins qui quittaient ici le Bitcoin et qui vendaient en masse. Là, vous voyez que ça a été le cas. On a eu des grosses zones d'achat et qu'on est toujours dans des zones d'achat. Donc ça, c'est plutôt positif pour moi. On est plus dans un comportement similaire, encore une fois, à 2017. Je vous le montre juste là, où on a eu ici des grosses phases acheteuses. Alors certes, on a eu des corrections, mais où on a eu des grosses phases acheteuses. Et on n'a pas encore eu cette zone où il y a la distribution
des requins, d'accord? Où les requins passent dans une phase de distribution, et où là, on a une vraie vente massive. Ça n'a pas été le cas. Et là, pour le moment, vous voyez qu'on est toujours dans cette phase un petit peu on va dire pré-phase mania, ce qui conforte un petit peu ma théorie de base. Après, je suis sûrement biaisé, hein, ça c'est sûr. Vu que j'ai une théorie de base, je vois sûrement des signaux qui indiquent qu'on va dans ce sens-là. J'essaye de pas l'être. Vous voyez que je prends quand même des indicateurs qui vont pas forcément toujours dans mon sens. Mais au global, je pense que ici, après tous les indicateurs qu'on a partagés, celui-ci, bon, c'est juste le nombre de transferts dans les exchanges. Généralement, quand on arrive dans des phases de top ou de bottom, on a des transferts. C'est en gros pour dire exactement comme cet indicateur-là, pardon. Juste ici, bah, vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc, ce n'est pas un niveau majeur d'activité, pour le moment en tout cas. On verra la résolution un peu plus tard de ces niveaux-là, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Si ici, je vous partage rapidement un indicateur aussi qui penche dans le sens d'un bottom probable dans les prochains jours et dans les prochaines heures, bah, vous voyez, c'est cet indicateur-là, vous le voyez juste en dessous, c'est le top trader long and short account. Donc vous avez les comptes des top traders qui sont plutôt long ou plutôt short. Depuis ce cycle, quand on arrive dans cette zone-là, ce rectangle violet, quand on arrive juste ici, vous voyez que c'est les phases de bottom. On va les tracer ensemble. À ce moment-là, on y était. Hop, à ce moment-là, on y était également juste ici. On y était juste ici. On y était juste ici. Je vais en tracer quelques-uns, puis après, bon, j'imagine que vous aurez compris la mécanique. Juste là. Allez, juste ici, quand on était sur du violet. Bon, là, on a eu des petits rebonds. Hein. Je peux les noter aussi, si vous voulez. Hop, hop, hop. Et hop. Alors, on va regarder ensuite dans le prix, mais vous voyez que cette courbe, ici, ça a été le bottom local, on reprend bottom local, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. D'accord? Ici, on pourrait dire que c'était un peu après, mais là, si on regarde ici le top, c'est juste moi qui l'ai mal tracé. À chaque fois, ça a été ça. D'accord? Donc, ici, de voir cette courbe qui remonte en flèche et qui atteint un niveau supérieur à ce qu'elle avait atteint juste ici, ça me fait me dire, bah encore une fois, j'ai les top traders de mon côté. Alors, ça ne veut pas forcément toujours dire grand-chose, mais je préfère toujours les avoir de mon côté que de les avoir du côté inverse. Hein. Je préfère toujours être du côté de ceux qui gagnent de l'argent que de ceux qui en perdent. Donc ici, ça a été le cas justement ici, ça a été le cas, enfin bref, après vous avez compris la chanson, hein, je ne vais pas non plus tous les faire. Voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on tourne. Donc, j'espère que ce point vous a un petit peu rassuré. On a des indicateurs techniques, je le répète, vraiment techniques, qui nous disent que on va peut-être avoir une baisse tant que on a justement des lignes qui se créent, des lignes de liquidation qui se créent directement en dessous du prix sur les 12 à 24 heures à venir. Et il est fort probable qu'on ait des personnes qui se fassent liquider. Vous voyez que là, c'est pas encore le cas. Bon, là, vous voyez qu'on a plutôt des couleurs vertes ici, au-dessus du prix. Ça me plaît. On va voir un petit peu comment ça évolue, mais ça pourrait vouloir dire on va aller grignoter tout ça. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc, il faut regarder, il faut être vigilant, mais soyez confiant avec votre stratégie. Définissez vos indicateurs, votre stratégie. Si vous me suivez, évidemment, dans le cercle de Medusa, ici, si je vous partage cette vidéo, c'est justement pour faire ce travail-là pour vous. J'ai plein d'indicateurs que vous n'avez pas forcément, j'ai du temps que vous n'avez pas forcément. Évidemment, ça m'a pris toute une matinée de vous faire une analyse complète, comme ça, d'aller fouiller plein d'indicateurs que je ne vous ai pas montrés, parce qu'ils n'étaient pas toujours pertinents. J'en ai plusieurs centaines. Mais voilà, il faut essayer de se faire un avis sur le marché et d'essayer de garder ses thèses en essayant d'annihiler un peu nos émotions. Le côté stoïque dans l'investissement, c'est hyper important. C'est ce qui fera la différence. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît, vous a plu en tout cas, et qu'elle vous a éclairé surtout. J'espère que ça vous a un petit peu aidé à mieux vous situer. On se retrouve bientôt, de toute façon vous aurez toutes les news de ces indicateurs que je vous ai partagés. Je vais évidemment tout vous partager dans le cercle. On va regarder ça ensemble et je vous tiendrai au courant. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui change, si de mon côté je change aussi mes positions ou quoi, bien entendu je vous en parlerai et vous serez les premiers avertis. Voilà, on se retrouve bientôt et j'espère que vous allez quand même passer un très bon week-end.